Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier épisode des Après. Alors je vous rassure tout de suite, rien ne va s'arrêter, ça va juste un peu changer, mais on s'en reparle à la fin de la vidéo. Une sacrée vidéo d'ailleurs, vous allez voir, c'est dense. Alors ça fait bientôt 1 an et demi qu'on a commencé à travailler sur l'émission et je me suis dit qu'à ce stade, ça serait sympa de faire le point pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, revenir sur des idées qui me semblent essentielles, créer du lien entre les différents sujets et répondre à ces deux questions, à quoi ressemblera le monde de demain et comment peut-on faire pour le mettre en place dès aujourd'hui. Un sacré challenge, c'est parti. Le monde d'aujourd'hui fait face à une crise sans précédent. Plusieurs limites planétaires sont déjà atteintes et le réchauffement climatique impacte la vie de millions de personnes. Mais partons du principe que nous allons réussir à inverser cette tendance, que demain nous vivrons dans un monde décarboné, que certains écosystèmes naturels seront conservés et qu'une nouvelle société humaine, plus juste, pourra voir le jour. Alors pour commencer ce récap, je vous propose une synthèse rapide de nos 6 premiers épisodes. Pour chaque sujet, je vais vous partager 2 idées essentielles, disons ce qu'il faut retenir, et puis 2 idées un peu plus subtiles pour alimenter votre réflexion sur les thèmes abordés. Et pour que ce soit vraiment synthétique, parce que j'ai tendance à trop parler, on va essayer de faire ça en moins de 2 minutes au total, soit 5 secondes par idée. C'est parti. Alors avec Molo, on a vu que le train était le moyen de transport décarboné idéal pour les vacances. C'est plus lent, mais il faut garder en tête que le trajet fait partie du voyage, ce qui permet de découvrir plus de pays. On a aussi découvert que le modèle associatif était parfait pour l'économie de demain. Enfin, on a rappelé que le voyage restait un loisir pour les plus privilégiés et qu'il fallait donc être exemplaire dans ce domaine. Avec Gabriel Malek, on a abordé la décroissance, un nouveau modèle pour penser l'économie de demain et on a expliqué pourquoi il ne fallait pas la confondre ni avec la récession ni avec le communisme. On a rappelé que l'économie est au service de la société et non pas l'inverse et on a discuté des mangas et des films de Miyazaki qui portent certaines valeurs comme l'importance de la nature dans la culture japonaise. Maintenant, cap sur les low-tech avec Jacques Tibéry. Les low-tech, c'est technologie douce ou technologie sobre, dont le meilleur exemple est peut-être tout simplement le bateau à voile. Une low-tech, ce n'est pas un cahier des charges, c'est plutôt une philosophie de conception, comme la permaculture. Et comme la permaculture, l'idée, c'est de maximiser l'efficacité pour atteindre un rendement optimal. En Sarthe, Damien Deville nous a expliqué qu'on ne connaissait pas les territoires dans lesquels on habite, que les dégâts du remembrement agricole prendront du temps à réparer et que l'opposition entre ville et campagne était dépassée car ce sont des systèmes interconnectés. Il nous a aussi emmenés au Burkina Faso pour nous raconter l'histoire de Yacouba Sawadogo, l'homme qui a arrêté le désert. Ensuite, on a fait un tour en vélo avec Nina parce que le vélo, qui est bon pour la planète et la santé, est le moyen de transport de demain. D'ailleurs, il existe d'innombrables formes de vélo pour toutes les personnes et tous les besoins. 2 idées intéressantes. En termes d'écologie, on n'a pas tous la même transition car on n'a pas tous le même point de départ. Et puis, l'écologie et le féminisme ont finalement beaucoup de points communs. On en reparle après. Enfin, au bec et loin, Charles nous a parlé de permaculture, une culture permanente pour mieux habiter la Terre, la seule planète vivante qu'on connaisse. Lui pratique l'écoculture, qui en est son application agricole. N'oublions pas que depuis le néolithique, l'agriculture rase les forêts pour reproduire des steppes. À l'inverse, la permaculture étant 10 fois plus efficace, elle permet de libérer de l'espace pour la nature et ses services écosystémiques. Bon, je suis allé super vite, mais évidemment, si certaines de ces idées ont retenu votre attention, je vous invite à aller revoir les épisodes concernés ou aller les écouter en podcast où tout est bien plus développé que dans les vidéos. Profitez-en pour vous abonner, ça ne coûte rien et ça nous aide beaucoup. Et d'ailleurs, si vous êtes un ou une habituée de la chaîne, vous savez qu'à la fin de chaque interview, je pose exactement la même question à tous les invités. Et pour toi, il ressemble à quoi le monde de demain? Alors le monde de demain... Alors c'est une vaste question. Bah tu sais, une phrase que j'aime bien répéter un peu comme un mantra. Moi je pense qu'il va y avoir en effet deux univers. En tant que paysan, je vais me cantonner peut-être à la sphère agricole, mais... Quelque chose qui est plus proche de la terre, remettre les mains dans la terre ou au moins la connaître. Alors le monde de demain, vaste sujet, complexe mais enthousiasmant, en tout cas dans l'idée qu'il reste à imaginer et à construire. J'ai passé des heures à réécouter toutes les interviews et je vous propose une synthèse en 10 idées, parce que oui, j'aime bien faire des listes, pour vous aider à penser à votre manière le monde de demain. C'est parti. On est à une époque où il y a une sorte de culte du progrès. On fonce en avant à toute allure, on ne sait pas du tout où on va, peut-être droit dans le mur, ou comme le Titanic, droit sur l'iceberg. On ne sait pas où on va, mais on y va, et très vite.
Et le passé est ringard, tu vois. Ah, le progrès. Mais le passé, mais plein de trucs merveilleux dans le passé. Bon, alors je ne sais pas vous, mais personnellement, dès que je propose autour de moi de changer quelque chose dans nos habitudes, nos modes de vie ou dans la société, on m'accuse de vouloir repartir dans le passé, de faire marche arrière, de prêcher l'obscurantisme. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Parce que penser demain, ça veut souvent dire penser moins de matière, moins de flux, moins d'énergie, moins de consommation. Et le problème, c'est que notre seule référence pour ces plus petites quantités, c'était avant. Sauf que tout n'est pas à jeter dans le passé. Le génie humain, il s'est exprimé. Mais il s'est exprimé dans le passé. C'est pas nécessairement le génie humain uniquement tourné vers l'avenir. Le génie humain s'est exprimé par le passé. Et oui, il y a du bon à prendre dans le passé. L'évolution de la civilisation n'est pas une courbe linéaire toute bête qui ne fait que grimper. Il y a des hauts et des bas. Et si vous en doutez, ne perdez pas de vue que la valise à roulettes a été inventée après le couteau électrique. Car oui, ça a bien existé. Mais on s'inspire aussi beaucoup du meilleur de notre époque. Moi j'adore notre époque, hein. Internet c'est un outil fabuleux quand même. Et notre époque notamment, elle est caractérisée par un grand essor des sciences, et notamment des sciences du vivant. La clé de la réussite donc, c'est bien de conjuguer passé, présent et futur. Du progrès oui, mais là où il est au service de l'humain. Charles parle des sciences, on peut aussi penser à la santé, mais pas que. Moi je reviendrai pour rien au monde aux communautés françaises d'entre-deux-guerres, ou du 19e, ou des siècles d'avant, où c'était chaleureux, soudé, solidaire, mais ultra stratifié d'un point de vue social, ultra normé. Ouf qu'on ait fait péter ce fardeau moral oppressant que les gens transgressaient en sous-main, tu vois, mais c'était étouffant le regard des autres autrefois. Là maintenant, il y a beaucoup plus de liberté en matière de sexualité, notamment par exemple de genre. Ça fait du bien cet air frais. Et oui, la société aussi évolue. Et si on parle d'écologie, de sobriété, de décroissance ou de post-croissance, eh bien même si certains voient ça comme un retour en arrière, il s'agira peut-être, une fois établi, du modèle de civilisation le plus moderne, le plus avancé de toute l'histoire humaine. Évidemment, cela demande une certaine révolution dans notre manière de penser le monde. Tant qu'on est sur les préjugés écolos, parlons de l'éléphant dans la pièce, ou plutôt de la biomasse sur le globe, la nature. Alors, sur une échelle qui va du glyphosate à Tarzan, vous vous placeriez où, vous, en amoureux du vivant? Perso, ça m'arrive de faire des câlins à des arbres, mais c'est qu'un détail. La vraie question à se poser, c'est quelle sera la place de la nature dans le monde de demain? Pour moi, on peut pas agir si on n'est pas déjà au courant de ce qu'on veut protéger. Enfin, on peut pas être attaché à sauver la planète si on sait pas exactement ce qu'on veut sauver. Dans la démarche en 4 étapes pour réaliser sa transition que propose Nina avec Green Up, on commence par se reconnecter à la nature. On apprend à la connaître pour mieux la protéger. Mais attention, le but n'est pas uniquement de la défendre pour être sympa avec les papillons. Cette dimension de défense du vivant s'accompagne aussi d'une idée majeure. La nature nous rend de multiples services. Bon, je vous fais grâce des abeilles qui pollinisent. Si vous mangez du miel, vous connaissez le principe. Mais c'est l'idée. On peut aussi parler des arbres qui créent de l'ombre et retiennent l'humidité, ce qui est bien pratique lors des fortes chaleurs. Ou des animaux qui se régulent entre eux. Par exemple, le loup, malgré son image de grand prédateur tout méchant qui mange les moutons, en fait, il régule considérablement les écosystèmes. Si on enlève les loups, les mammifères herbivores, genre les biches, voient leur population exploser. Ils broutent partout, détruisent les sols, empêchant ainsi la forêt de se régénérer, et tout plein d'autres effets en cascade. Dernier exemple de service écosystémique, le sol. Le sol où on fait pousser notre nourriture évidemment, pas le carrelage de votre cuisine. Un sol en bonne santé, avec plein de champignons, de micro-organismes et de vers de terre, est bien plus fertile qu'un sol où le vivant a disparu, sur lequel on s'acharne à coups d'engrais chimiques jusqu'à plus soif. La nature a donc une place de choix dans le monde de demain, et on en a parlé dans presque tous les épisodes. Quand Gabriel Malek nous parle du rapport particulier à la nature dans la culture japonaise, Charles de la ferme du Péquéloin nous propose de renouer des liens avec la nature, avec la terre, très localement. J'imagine des communautés qui vont renouer une alliance, apprendre à connaître leur terre, leurs compagnons de voyage, insectes, oiseaux, à plumes, à poils, etc. Mais pour que tout ça fonctionne, il va falloir être prêt à défendre les écosystèmes. Si tu coupes trop d'arbres dans les milieux sahéliens, les oiseaux vont partir. Or, certains oiseaux sont bénéfiques pour lutter contre des insectes nuisibles pour les cultures. Du coup, les paysans doivent mettre plus de produits chimiques dans leurs champs et du coup s'endetter davantage. Parfois, ils n'ont pas des salaires suffisants pour pouvoir opérer ces achats, ces achats supplémentaires. Du coup, ils quittent leur terre, sans vœu de succès, sans certitude de nouvelles carrières professionnelles. Et parfois, la mauvaise gestion des terres, la dégradation du milieu peut entraîner des conflits, entraînant, dans certains endroits, de proche en proche, des guerres civiles, quoi.
On le remarque aujourd'hui. Il y a à peine une petite contraction économique suite au Covid, qu'il y a des guerres qui popent partout. Aujourd'hui, des équilibres internationaux sont extrêmement fragiles. Les équilibres nationaux de sociétés sont extrêmement fragiles. On est assis sur des poudrières. Si comme moi, vous avez joué à Fallout dans votre folle jeunesse, vous savez que... La guerre ne meurt jamais. Et malheureusement, ce n'est pas l'actualité qui va le démentir. Outre les conflits en Ukraine et au Proche-Orient, on compte en ce moment même au moins 8 guerres majeures et plusieurs dizaines de conflits armés d'après le Uppsala Conflict Data Program. Alors, pourquoi parler de la guerre? Tout simplement parce que des hauts gradés de l'OTAN qui viennent se former à la permaculture au bec et loin, jusqu'aux pirates de One Piece qui aident à lutter contre la privatisation des ressources, le sujet est arrivé sur la table dans la plupart des épisodes, ce qui m'a beaucoup étonné. Si vous avez déjà fait la fresque du climat, vous savez qu'en partant de ça et en passant par ça, on finit par arriver à ça. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais fait et que ça vous étonne, je vous encourage à aller suivre un atelier, je vous mets le lien dans la description. L'évolution pour l'instant peu convaincante de nos sociétés amène des tensions sur l'énergie, sur l'alimentation et sur les matières premières, ce qui entraîne des conflits. Et le repli sécuritaire des pays occidentaux... Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est le pire rire de l'histoire, quoi. Bref, le repli sécuritaire des pays occidentaux face à la montée du nombre de réfugiés, qu'ils soient issus de pays en conflit ou de zones devenues inhabitables à cause du dérèglement climatique, ne va pas beaucoup nous aider dans cette histoire. D'autant plus qu'un pays en guerre est un pays qui n'avance pas. En tout cas, pas vers le monde de demain. Il y a un vrai enjeu, mais y compris en France, tu vois, à s'appuyer sur des structures fondamentales qui vont se pérenniser au fil du temps. Il faut trouver des structures juridiques, des formes de gouvernance qui assurent la pérennité. Un contexte de paix et de respect des réformes constitutionnelles et le soubassement nécessaire pour faire face aux métamorphoses contemporaines, aux grands enjeux contemporains, aux métamorphoses contemporaines. La paix est indispensable pour avancer. Et puis, on va pas se le cacher, la guerre, c'est pas cool, et ça serait mieux si on pouvait s'en passer à l'avenir. D'ailleurs, si on pouvait se passer de toute forme de domination, ce serait aussi pas mal, ce qui nous amène à notre prochaine idée. La domination que les hommes ont sur les femmes, c'est globalement la même que la domination que l'humain, donc l'homme avec un grand H, a sur la planète. Et donc c'est les mêmes systèmes qui sont le capitalisme et le patriarcat, pour utiliser les grands mots, qui font du mal. Et donc essayer de déconstruire tout ça et créer de nouveaux systèmes qui sont moins destructeurs pour les femmes, la planète, mais pas que, c'est aussi toutes les luttes qui sont systémiques, antiracistes, etc. C'est vaste. Et oui, c'est vaste, parce que la guerre, le capitalisme, le patriarcat, le racisme, l'homophobie et toute forme de rejet de l'autre sont des formes de domination. Et un rapport de domination, ça mène à des inégalités, de la ségrégation et des choses pas jolies historiquement. Donc, pour le monde de demain, on va plutôt proposer l'inverse. Dans l'idéal, je dirais que c'est un monde où tout un chacun joue un rôle. Et peut-être que je peux dire tout le monde est activiste. Alors activiste dans le sens quelqu'un qui agit au quotidien pour le monde qui l'entoure, que ce soit pour l'écologie, pour le social. Ça, du coup, c'est impossible s'il n'y a pas plus, je dirais, d'empathie de manière générale dans le monde. La question de l'empathie et sortir de la haine est hyper importante pour construire l'équilibre. La capacité à comprendre l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. C'est très important de le retrouver. On n'est pas résilient tout seul. On est résilient ensemble. Ça peut vous sembler bisounours, mais c'est ensemble qu'il faudra construire le monde de demain. Pour moi, c'est une certitude. Et il faudra une bonne dose d'entraide, d'empathie, de partage, d'échange, d'ouverture et d'esprit collectif pour y arriver. Et d'ailleurs, en parlant d'entraide, si vous voulez soutenir la chaîne et tous les contenus produits, c'est sur Buy Me a Coffee et le lien est dans la description. Je vous glisse ça comme ça. Alors oui, de l'entraide très bien, mais concrètement, ça prend quelle forme? Eh bien, on peut donner comme exemple l'application Warm Shower que nous ont présenté Nina et Lucas. C'est une application qui est un peu l'équivalent de Couchsurfing mais dédié aux cyclistes. Et donc du coup, c'est des gens qui sont passionnés par le vélo, qui accueillent des gens gratuitement chez eux et qui proposent soit juste un lit, soit aussi un repas chaud, une douche chaude justement. Et on a fait pas mal de rencontres comme ça, juste avec des gens qui nous accueillaient chez eux gratuitement. Pour parler d'entraide, on peut aussi présenter la vision mutualiste des systèmes low-tech, comme par exemple pour la production du pain. Peut-être que ce pain, il sera cuit dans un four solaire ou dans des fours mutuels, dans des fours collectifs, à bois, etc. Et donc on reviendra
à ce qui se pratiquait dans les années 20, 30, 40, 50 dans certaines campagnes où on allait chercher le pain chez le boulanger qui avait son four derrière et on lui filait le rôti du jour qu'il mettait dans le four encore chaud et on n'a plus de four chez soi. Tu t'imagines partager un four solaire avec une dizaine voire une centaine de personnes et ne plus en avoir chez toi? Allez, dis-le dans les commentaires. Alors, quitter l'individualisme qui caractérise actuellement nos sociétés pour créer plus de vivre ensemble va naturellement nous rapprocher, ce qui implique un retour à du plus local. Quand on s'intéresse aux vivants et aux liens qu'on entretient les uns avec les autres, les lieux, ça devient le personnage central. C'est à cette échelle qu'on fait grandir nos enfants. C'est l'échelle où on va au travail, où on va prendre notre café. C'est aussi l'échelle où on enterre nos proches, quoi. Tu vois, il y a vraiment les deux extrémités de la vie comme ça. C'est le théâtre de la ville et les territoires. Le théâtre de l'appropriation quotidienne. Et donc c'est là que tout va se passer, quoi. C'est ici que tout va se passer, au niveau local, dans nos territoires. Et c'était un peu le sujet central de toute notre discussion avec Damien Deville. Comment se réapproprier nos territoires. Tu vois, ici en Sarthe, peu sont les gens qui connaissent le bocage, qui connaissent la forêt. On vit en Auvergne sans connaître les volcans. On vit en Cévennes sans connaître l'histoire des Cévennes protestantes, industrielles, aujourd'hui naturelles. C'est l'un des plus grands parcs nationaux de France. Or, il y a un enjeu à reprendre cette conscience des lieux, quoi. Tu vois, c'est ce sentiment géographique. En fait, faut dévoiler les singularités d'un territoire et placer ces singularités au cœur des modèles de développement. Et ça, en tant que Français, ça nous percute pas mal. Ça nous bouscule pas mal parce qu'on a l'habitude des recettes toutes faites en France. On est les héritiers d'un modèle jacobin et centralisateur qui déploie des politiques publiques depuis les couloirs parisiens qui s'imposent comme ça d'un territoire à l'autre. Alors ça a l'immense valeur, l'immense vertu de créer des formes d'égalité et d'unité à l'échelle nationale. Il faut continuer dans ce sens-là, mais il faut aussi donner un droit à l'expérimentation en fonction des singularités de chaque territoire. Ça passe par des sociétés beaucoup plus décentralisées que celles que l'on connaît aujourd'hui. Ça passe aussi par des réseaux économiques et sociaux beaucoup plus localisés, quoi. Déjà, quand on aura ouvert ces deux grands chapitres, on aura répondu à pas mal d'enjeux contemporains. La décentralisation à l'échelle mondiale, nationale et régionale, mais aussi économique, politique et administrative, paraît essentielle pour construire le monde de demain. Et avec un peu de recul, cette décentralisation aura beaucoup de conséquences positives, car la mondialisation, entre autres, a eu beaucoup d'effets pervers sur nos sociétés, effet qu'il est maintenant temps de réparer. Plus question de faire circuler la nourriture et les biens de consommation tout autour de la planète comme ça à un rythme accéléré. On ne pourra plus, parce que ça coûte trop cher en termes d'énergie et le prix à payer pour le climat est beaucoup trop élevé. Oui, moi je pense que clairement on va aller vers ça, qu'il y aura une baisse des flux très forte et qu'on va devoir aller beaucoup plus vers le local. Et ça pose des questions. Comment on fait pour revenir vers ce localisme sans aller pour autant vers certains mouvements qu'on voit notamment très présents en France, identitaires, sans aller vers le rejet de l'autre. Et c'est là que ça se complique, car construire vers du plus local, se resserrer sur son environnement proche, géographiquement, eh bien certains pourraient dire que c'est la porte ouverte au repli sur soi, à une fermeture au monde, et donc à certaines dérives pas incroyables. Et c'est pour ça qu'il est important de bien faire la différence entre communautaire et communautarisme. Alors moi, ça m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon opinion, c'est comme ça que ça commence, ce communautarisme. Alors, dans le Larousse, on a communautaire, qui relève d'une communauté, c'est-à-dire de ce qui est commun à plusieurs personnes. Et puis, on a communautarisme, tendance d'une minorité à s'isoler du reste de la société et à revendiquer des droits particuliers. On notera que le mot communautarisme, c'est communautaire avec le suffixe isme. Et si je reprends le Larousse, isme, courant politique, religieux, philosophique, etc., qui, par une dérive doctrinaire, peut devenir une menace pour la liberté. Alors si cette notion de communautarisme vous intéresse, sachez qu'il y a une page dédiée à ce sujet sur le site Canopé, qui est un site public pour les enseignants pour les aider dans leur quotidien, avec par exemple l'explication de concepts comme le communautarisme. Le site est en accès libre et je vous mets le lien en description. Il y a notamment une vidéo d'un historien qui est assez intéressante. Donc le communautarisme, en gros, ça veut dire s'isoler du reste du monde, or ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite. Bien au contraire. Notre alimentation, ceux qui nous soignent, ceux qui construisent nos maisons, ceux qui nous habillent, plus c'est local, plus ça sera doux pour la planète. Par contre, ce qui me réjouit beaucoup, c'est que les idées, tout ce qui est matériel, nos cultures, l'art, nos musiques, nos spiritualités, ça peut croître de manière exponentielle. Tout ce qui fait la richesse d'un être humain, c'est ce potentiel de dialogue, de rencontre, de communion, de célébration. Ça, c'est matériel, c'est infini. Cette fameuse phrase de Milton Santos, très grand géographe aussi brésilien. Il disait, il faut être des citoyens du local et des philosophes du global. Donc moi, j'imagine le monde comme beaucoup plus de petits villages, de petites communautés, avec beaucoup plus de paysans,
beaucoup plus d'artisans, très ancrés dans les réalités du terroir, mais par contre une circulation accrue des belles idées de l'humanité. Donc même si le retour à une vie locale va s'imposer, les avancées technologiques et sociales des dernières décennies vont permettre une espèce de mondialisation des idées, de la culture et des spiritualités. Une mondialisation non pas destructive mais constructive et accompagnée d'un véritable retour dans nos territoires. Il y a une hypothèse que j'aime beaucoup dans la géographie culturelle qui dit qu'au fond, un géographe, ça pense en marchant. Car gravir une montagne, traverser un marais, marcher dans la forêt, amène à une pensée propre d'un corps qui endure le relief, d'un corps qui endure le territoire. Et s'il est important de penser en marchant pour endurer le territoire, ce n'est pas anodin. Car si l'on est amené à revoir l'étalement spatial de nos vies avec un retour vers du plus local, il est aussi urgent de redéfinir notre rapport au temps. Moi, les gens avec qui je discute, généralement, ceux qui prennent l'avion, c'est des gens qui sont cadres supérieurs, et en fait qui ont les moyens, mais qui sont dans cette logique de non mais mon temps. Le temps, c'est vraiment quelque chose d'assez génial, car c'est la ressource la plus équitablement répartie sur Terre. À part si vous partez dans un vaisseau spatial à très grande vitesse, il s'écoule de la même manière pour tout le monde. Et encore, 6 mois dans la Station Spatiale Internationale ne vous feront gagner que quelques millisecondes de vie, donc on va dire que c'est négligeable. Nous avons tous le même temps. Sauf qu'aujourd'hui, on considère que le temps, c'est de l'argent, et donc on l'associe à une autre ressource, l'argent, qui est, elle, bien plus variable et super mal distribuée. Alors que nous avons tous le même temps. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que notre temps nous appartient. Et comme vous le savez, je suis un très grand fan de Tolkien, et c'est évidemment le moment de vous citer Gandalf. Tout ce qu'il nous appartient de décider, c'est ce que nous comptons faire du temps qui nous est imparti. Et c'est un peu le sujet de pas mal de penseurs du monde de demain qui cherchent à redonner sa valeur au temps en réfléchissant par exemple à la semaine de 4 jours ou au droit à la sieste et à l'oisiveté. Il faut prendre le temps justement de se reconnecter à ce qui est important et primordial dans la vie. Et donc il faut qu'on ait justement plus de temps, que ce soit dans notre vie privée mais aussi dans notre vie professionnelle, savoir où est-ce qu'on met notre énergie. C'est vrai que notre époque accélère constamment. Bon, tout le monde le sait. On a tout un tas de trucs qui sont censés nous simplifier la vie. Et en fait, notre vie devient de plus en plus compliquée. Donc, c'est dur de rester serein et concentré, attentif dans un monde où tout pétille, scintille. On est dans une société stroboscopique, quoi. Et va garder une paix intérieure dans un monde qui est une sorte de feu d'artifice permanent, c'est très difficile. Ce feu d'artifice permanent est le symptôme d'une société qui va trop vite et qui, comme on l'a déjà vu, va être amenée de gré ou de force à ralentir. Et s'il faut revoir notre rapport au temps, en voyageant en train par exemple, il y a tout un ensemble de valeurs qu'il est impératif de redéfinir pour construire le monde de demain. En effet, nos choix du quotidien, la société, la politique, l'économie, tout cela se fonde sur des valeurs et des hiérarchies de valeurs. On peut penser à la morale ou à l'éthique, mais il existe aussi plein d'autres choses, des concepts qu'il serait intéressant de réévaluer pour mieux penser l'avenir. La nature, dont on parlait tout à l'heure, est un très bon exemple. On est sur la seule planète vivante connue, on vit dans un miracle de notre naissance à notre mort, mais notre problème, c'est qu'on s'y est habitué, on s'émerveille plus. Ça nous semble juste normal d'être dans un monde avec des oiseaux, des papillons, des chiens, des chats, des plantes, des arbres. Alors que c'est un miracle. Il faudrait qu'on se déshabitue. Et quand tu te déshabitues et que tu retrouves cet émerveillement pour la vie, mais t'embrasses les arbres, tu leur fais des big hugs, tu tombes amoureux de ton sol, littéralement. Les vers de terre sont des créatures sacrées. Et à partir du moment où on fait l'effort mental de percevoir les vers de terre comme des créatures sacrées, eh bien il est facile de remettre en perspective plein d'autres sujets. Par exemple, le besoin d'évasion. On voyage pour décompresser. Le problème, c'est peut-être du coup le travail qu'il faut changer. On voyage pour découvrir de nouvelles cultures, alors qu'au final, on arrive dans un aéroport qui est toujours le même. On suit des circuits qui sont généralement les mêmes. On est dans cette posture de consommer et c'est devenu une habitude. Aller à Marrakech pour un week-end de 3 jours, aujourd'hui, on estime que c'est normal. La question est, quelle sera la valeur d'une telle action demain? Une bêtise, une erreur, une faute, un délit, un crime, ou tout simplement quelque chose d'impensable? Derrière se cache la question de ce que l'on recherche dans le voyage. Il faut peut-être revenir à l'essence. Quand on veut du dépaysement, qu'est-ce qu'on recherche? Quand on cherche une plage, est-ce que c'est la plage qu'on recherche? Ou est-ce que c'est juste le fait de dire aux gens « je suis allé en Thaïlande » pour que tout le monde dise « ah, trop de chance, t'es allé en Thaïlande ». Alors qu'en fait, la plage de Vendée, elle est très belle. Bon, là on compare des plages, mais la valeur est aussi quelque chose qui mesure. L'économie par exemple. On en a beaucoup parlé avec Gabriel d'Alter Capitae dans notre conversation sur la décroissance. Il nous disait qu'il fallait réinventer le concept de valeur, réinventer le concept de prospérité, et on peut d'une certaine manière
avoir d'autres manières de prospérer, mais ça demande un changement de paradigme énorme. Et ensuite, en effet, une fois qu'on a fait ça, il faut trouver des nouveaux indicateurs sur, d'accord, on sort du capitalisme et de la croissance, mais maintenant, comment on mesure? Pour vous donner un exemple, ça veut dire, moi, honnêtement, dans un gouvernement utopiste et idéal, j'en ai rien à foutre que le ministre de l'économie me parle du taux de croissance. Le taux de croissance, ça veut rien dire en termes social et écologiques, donc ça n'a aucun sens. Par contre, un gouvernement qui dit, bon, écoutez, j'ai réussi à faire baisser la pauvreté de tant, où tant de personnes ont réussi à être logées, on a dépollué tant de pourcents de sol, etc. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent, ça, c'est des indicateurs macro qui me semblent pertinents, dont on ne parle pas, mais c'est ça dont il faudrait parler. Enfin, au-delà des indicateurs et des chiffres, il sera important de repenser notre définition du bonheur. Notamment car, que ce soit volontaire ou subi, la société va se transformer en profondeur, et ce qui nous rend heureux aujourd'hui n'existera peut-être plus demain. Le challenge sera essentiellement d'avoir la volonté de concilier confort et sobriété énergétique et en matières premières. Ou, comme le dit Nina, de pouvoir simplement vivre une sobriété heureuse. Le discours très rationnel de le GIEC, nanana, il manque des ressources en mine là, bon. C'est un discours dont on a besoin, et voilà, il y a des gens qui font des choses bien pour faire des plans, etc. Mais par contre, pour convaincre les gens de décoloniser leurs imaginaires, de sortir du consumérisme, d'aller vers une décroissance heureuse, il faut les toucher. Il faut les toucher de manière sensible. Et pour cela, quoi de mieux que d'inventer de nouveaux imaginaires? Alors, c'est un sujet qui revient souvent et qu'il est primordial de bien comprendre pour façonner le monde de demain. Donc je vous propose d'abord de définir le mot imaginaire. D'après le Larousse, c'est domaine de l'imagination, car on parle bien du nom et non pas de l'adjectif. Il faut créer des imaginaires et non pas des choses imaginaires. Bon, comme je trouve que cette définition n'est pas très satisfaisante, je vous en propose une autre, trouvée sur Wikipédia. L'imaginaire peut être défini sommairement comme le fruit de l'imagination d'un individu, d'un groupe ou d'une société, produisant des images, des représentations, des récits ou des mythes. Il s'agit donc de la capacité d'un groupe ou d'un individu à se représenter le monde à l'aide d'un réseau d'associations d'images qui lui donnent un sens. Un bon exemple pour comprendre est celui de la ferme du Bec et Loing. Charles et sa famille y ont créé un petit paradis nourricier, un foyer dans l'immensité du monde, où ils se sentaient tout simplement bien. Leur rêve y est devenu réalité. Et on s'est juste aperçu que notre rêve ressemblait au rêve de plein de gens, et que ce rêve d'une petite ferme flotte dans notre imaginaire. Ça fait quoi nos livres d'enfants, Caroline à la ferme, Sylvain et Sylvette? La petite maison dans la prairie est aussi fortement présente dans nos imaginaires concernant le monde rural. Mais ce n'est qu'un exemple. On peut parler de l'imaginaire du voyage, qui nous incite aujourd'hui à aller se reposer sur une plage à l'autre bout du monde. De l'imaginaire du barbecue, qui nous invite à faire griller des saucisses dès qu'il se met à faire beau au printemps. Ou encore de l'imaginaire de la voiture comme moyen de transport offrant liberté et plaisir. Tous ces imaginaires façonnent nos manières de voir le monde et l'idée qu'on se fait de la réussite, du succès et du bonheur. Ils sont créés, partagés et catalysés par les gens qui nous entourent, mais aussi par la publicité, le marketing, le cinéma, les séries, les romans, toute forme d'art ou de médias qui véhiculent des histoires et des idées. Cela va de la Bible à CNews, en passant par Tolkien et Squeezie. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on les change, tout simplement. Car, comme les imaginaires représentent notre récit commun de la réussite et du bonheur, ils orientent inconsciemment tous nos choix du quotidien, mais aussi au travail et en politique. Pour vous donner un exemple sur l'imaginaire du voyage, il faut transformer l'idée qu'un week-end au Maroc c'est drôlement bien en l'idée qu'un périple de 3 semaines en train à travers l'Espagne et le Maroc c'est un super moyen de se déconnecter de son quotidien et de découvrir de nouvelles cultures. Et malheureusement, c'est pas si simple. Comment on sort aujourd'hui, et vraiment c'est là tout le sujet, comment on sort de l'imaginaire consumériste pendant des dizaines d'années, on nous a martelé de publicité, et encore aujourd'hui, pour nous dire le bonheur, on l'a grâce à l'achat matériel, vous pouvez afficher votre statut social en achetant le nouvel iPhone 15, je sais pas quoi. Voilà, c'est comment on décolonise ces imaginaires-là, comment on fait pour créer un récit enthousiasmant, joyeux autour d'une décroissance, d'une prospérité, notamment en descendant à l'échelle territoriale. C'est-à-dire c'est pas des choses qui peuvent être décidées depuis Paris, etc. C'est-à-dire comment on fait réfléchir les gens dans les territoires sur leur territoire, voilà. Qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant. Le retour au paysage, le retour au conte, à la poésie. Et c'est vrai que la géographie que je pratique cherche à ça, tu vois, à repeupler nos cartes, à repeupler nos mondes, à repeupler nos imaginaires. Il y a un véritable enjeu à libérer nos imaginaires. Mais à les libérer pas n'importe comment, à les libérer sur une connaissance scientifique et géographique des territoires dans lesquels on habite. Bon, l'heure tourne, alors je vais essayer d'accélérer, d'autant plus que je sens que derrière vos écrans, vous êtes en train de vous dire « c'est bien beau tout ça, mais comment on s'y prend ?» Eh bien, c'est justement le sujet de notre avant-dernière idée. Il
faut changer le monde, ça c'est une certitude. Le problème, c'est qu'on ne sait pas par où commencer, et ce qui l'illustre le mieux, c'est le triangle de l'inaction dont je parlais dans l'épisode précédent sur les entreprises. Je vous invite d'ailleurs à aller le regarder, le lien est quelque part par là. Même si on commence à gagner la bataille des idées, il reste la bataille maintenant des institutions qui pour l'instant soutiennent encore ses intérêts capitalistes. Et c'est là où il y a du travail. Pour changer le monde, c'est bien de se changer nous, mais ça ne suffira pas, loin de là. Il va aussi falloir transformer nos institutions. L'Europe, l'État, les collectivités, les entreprises, mais aussi l'école, la santé, la loi, la justice, les réseaux, tout ce qui relève du public, du légal et de l'autorité. Autrement dit, le cadre dans lequel nous façonnons nos vies. Mais au moment où je vous parle, nous avons un sérieux problème. Ce cadre, à l'heure actuelle, c'est vaguement 2 bouts de scotch sur le ventre d'un éléphant et ça ne nous emmènera pas très loin. Il est donc urgent de le changer. Quand tu penses à l'échelle macro, c'est pas évident parce qu'il y a des lobbies ultra puissants, il y a la FNSEA, tout le poids des politiques qui veulent être réélus à très court terme. Donc s'ils prennent des mesures impopulaires en faveur des générations futures, la génération actuelle va peut-être pas les réélire. Il y a la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe. Ça fait froid dans le dos tout ça. Et en même temps, on s'aperçoit qu'à notre échelle humble de citoyens qui essayent d'apporter une contribution à la société, on a un pouvoir immense en fait. Et je me dis, n'attendons pas que ça change là-haut parce qu'on peut attendre longtemps, mais agissons à notre niveau. Grassroots movement, de bas en haut. Voilà. On va s'organiser au niveau de votre village, de votre ville, de votre quartier, et on pose la première pierre, et on commence à monter. Et en même temps, on essaye de changer par le haut, par de l'action démocratique, potentiellement même par de la manifestation, et on essaye de changer ce qui se passe en haut. Mais on n'attend pas, dans son salon, devant sa télé, que en haut change, parce que ça ne changera pas. Allez, je vous balance une dernière citation inspirante, vous la connaissez sûrement toutes et tous, « Be the change you want to see in the world » ou, comme on dit par chez nous, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et quand on voit l'état de nos démocraties aujourd'hui, il va falloir fournir un sacré effort pour que ce changement remonte jusqu'en haut. Il n'y a plus qu'à. C'est parti, il n'y a plus qu'à, retroussons nos manches, facile à dire, mais pour ceux qui agissent ou aimeraient agir, vous savez sans doute comme moi qu'on a parfois un peu l'impression d'essayer de faire bouger une montagne avec une petite cuillère. C'est assez vite démoralisant. Alors, comment se motiver ? Eh bien déjà, il ne faut pas oublier que c'est un monde qui reste à inventer avec des valeurs dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est à inventer et c'est hyper excitant quand même de se dire qu'on peut, et je pense que notre génération, il y a un côté quand même très, dans le monde d'après, c'est compliqué de se projeter et tout, quand on voit tous les problèmes qu'on a. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il y a un monde qui est devant nous à inventer, quoi. Et ça, c'est un côté très excitant. C'est une aventure joyeuse. Voilà. Ok, notre monde peut être terrifiant par bien des aspects, mais prendre sa vie en main, se reconnecter avec le vivant, se reconnecter avec tes frères et sœurs humains qui partagent les mêmes aspirations, c'est éminemment joyeux. C'est une aventure heureuse. Moi, ce que j'aurais envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est allez-y, mes amis. Ça va vous rendre plus heureux. Allez-y joyeusement. Il y aura des difficultés, il y aura des moments confrontants, mais de toute façon, toute vie humaine en traverse. Donc, autant construire notre rêve, incarner ce rêve dans la réalité. Allons-y. Et le meilleur moment pour y aller, c'est pas dans 10 ans, ni dans 20 ans. C'est là, aujourd'hui, là, maintenant. Alors vas-y. Et oui, car le monde de demain n'est pas qu'une projection abstraite de l'esprit. Si on veut faire face aux grands défis de notre temps, que sont le changement climatique, la gestion des ressources limitées de notre planète, la décroissance des inégalités à travers le globe et la création d'un ordre mondial véritablement stable et durable, eh bien, il faut s'y mettre dès maintenant. Et là, pour finir, c'est le moment où on se demande comment on fait. Eh bien déjà, on s'abonne à l'émission, et puis ensuite on se demande comment concrètement amener les 10 idées que je vous ai présentées dans nos vies et à toutes les échelles, perso, pro, citoyenne, associative, politique, etc. En vrac, ça peut prendre les formes suivantes. Commencer par s'informer et se former sur les enjeux sociaux et environnementaux et les solutions existantes, s'engager dans des initiatives locales comme des jardins partagés ou des tiers-lieux, adopter des modes de transport plus doux comme le vélo ou le train, consommer de manière plus responsable en privilégiant le local, le bio, le durable, apprendre à cultiver son propre jardin ou participer à des projets de permaculture, réduire sa consommation d'énergie et de ressources au quotidien, partager ses connaissances et sensibiliser son entourage, créer de nouveaux récits enthousiasmants pour construire les imaginaires de demain, soutenir les politiques et les entreprises qui œuvrent pour un avenir plus durable, soutenir les mouvements citoyens et les initiatives qui viennent d'en bas,
créer du lien social et participer à la vie de sa communauté locale. Bon, la liste est longue, voire infinie, mais ça vous donne l'idée. Il faut se retrousser les manches et s'y mettre dès maintenant, là où on est le plus à même d'aider. De mon côté, j'essaye de vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui pensent le monde de demain. Ça, c'était le postulat de départ de l'émission. Mais après plus d'1 an d'existence et la production de formats qui sortent un peu de ce cadre, comme le voyage en Sicile par exemple, je vais opérer un léger changement de cap. L'objectif sera toujours de penser l'avenir, mais sous des formes un peu plus libres et plus variées que le double reportage podcast et vidéo qui demande beaucoup de préparation, un tournage plutôt lourd et pas mal de post-prod. J'en suis arrivé à un point où j'ai une idée de vidéo par jour et j'aimerais vraiment pouvoir vous partager tout ça. Alors, il y aura toujours des interviews et des podcasts quand cela s'y prêtera, mais je vais me concentrer sur la chaîne YouTube, ici, pour vous proposer un max de choses à une fréquence un peu plus élevée. Et comme je suis quelqu'un qui a besoin de toujours bien clarifier les choses, j'ai décidé de changer le nom de la chaîne pour quelque chose de plus simple et de plus engageant. En plus, ça rime, vous allez voir, c'est formidable. Je profite de cette vidéo pour remercier les intervenants des 6 premiers épisodes, Alizé, Chiara, Léo, Gabriel, Jacques, Damien, Nina, Lucas et Charles pour leur magnifique contribution, et aussi Laura qui m'a accompagné sur les tournages et dans la post-prod de ces 6 premiers épisodes. Un grand merci à vous aussi, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à liker la vidéo et à vous abonner pour construire ensemble le monde de demain. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer sur la page Buy Me a Coffee, le lien est dans la description. Plus de soutien, ça veut dire plus de temps à consacrer et donc plus de vidéos. Et un grand merci évidemment à ceux qui soutiennent déjà l'émission. En attendant, je me remets au travail et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on a aussi refait le générique. La Terre, notre monde, fait face aujourd'hui à un paradoxe sans précédent. Alors que plusieurs limites planétaires sont déjà atteintes, notre civilisation continue la destruction massive de son environnement et le réchauffement climatique impacte la vie de millions de personnes. Alors que faire ? Je vous propose de porter notre regard vers l'avenir, de partir du principe que nous allons réussir à inverser cette tendance, que demain nous vivrons dans un monde décarboné, que certains écosystèmes naturels seront conservés et qu'une nouvelle société humaine, plus juste, pourra voir le jour.